Viennent ensuite deux articles, l'article 10 et l'article 11, que nous avons regroupés sous le titre générique de la liberté d'expression. Deux articles qui traitent de la liberté d'expression, qui est un département très important de la liberté tout court. Alors, que dit l'article 10? L'article 10 dit « Nul ne doit être inquiété pour ses opinions, même religieuses, pourvu que leur manifestation ne trouble pas l'ordre public établi par la loi. » L'ordre public établi par la loi. Nous voici donc arrivés au summum de la vieille plaisanterie, mais nous verrons avec l'article, enfin nous pensons être arrivés au summum, mais nous verrons qu'avec l'article suivant, on peut aller encore plus loin. Toujours est-il que ce article 10 frappe quand même un grand coup en proclamant dans une première proposition le sublime principe de la liberté d'opinion. Nul ne doit être inquiété pour ses opinions, même religieuses, tout en se donnant un moyen radical de la juguler ensuite par l'énoncé d'un deuxième principe, dans une proposition immédiatement suivante, pourvu que leur manifestation ne trouble pas l'ordre public. Deuxième principe, enfin décrit comme n'en étant pas un, dans une troisième proposition, donc ce deuxième principe, pourvu que leur manifestation ne trouble pas l'ordre public, est, disons, dénoncé comme n'étant pas un principe par une troisième proposition qui suit tout de suite après, le fait qu'il sera défini par la loi. Donc le principe du trouble à l'ordre public sera défini par la loi. Ça signifie bien que si la qualification de trouble à l'ordre public est établie par une loi, c'est que ce n'est pas un principe, mais que c'est une caractéristique ponctuelle établie par l'organe habilité à édicter la règle coercitive à un instant donné. Cette notion, plus que vague, de trouble à l'ordre public, un petit peu de la même manière que celle d'intérêt général que nous avons déjà évoquée par ailleurs, cette notion occulte en réalité, sous son aspect consensuel et apodictique, occulte en réalité, cache une arme redoutable pour instituer le totalitarisme de l'État et contrarier la liberté de l'individu. En effet, s'il paraît évident que l'ordre public ne doit pas être troublé, tapage nocturne, vandalisme, émeute, etc., il ne paraît en revanche pas admissible d'inquiéter un individu parce que certains experts aléatoires auraient estimé que ses opinions auraient incité d'autres individus à troubler ce fameux ordre public. Or, l'article 10 permet de poursuivre tout individu qui exprime des idées dont l'État juge à un moment donné qu'elles ont animé les acteurs d'un trouble à l'ordre public. Cet article limite donc de façon très importante la liberté d'expression, la liberté d'opinion. Dès lors, il suffit pour un gouvernement de légiférer par décret ou par ordonnance, c'est-à-dire sans passer par l'Assemblée nationale, en déclarant par exemple que tout attroupement comme constituant un trouble à l'ordre public, pour rendre illégal tout meeting ou même toute discussion sur la voie publique, et ce, sans pour autant être en contradiction avec la Constitution. Il peut le faire sans être en contradiction avec la Constitution. C'est ainsi que grâce à cet article 10, nous pouvons, enfin en dépit, malheureusement à cause de cet article 10, nous pouvons affirmer, sans exagération aucune, que la Constitution actuelle permet à tout gouvernement qui le souhaiterait de réduire considérablement la liberté d'expression. Donc nous appliquerons un veto pour inconstitutionnalité avec une suggestion de réécriture de l'article 10 ainsi. Nul ne doit être inquiété pour ses opinions même religieuses, pas de changement,
pourvu que ces opinions ne profèrent pas de menaces physiques concrètes à l'encontre de quiconque. Voici comment cet article 10 devrait être rédigé. Suit, tout de suite après, l'article 11, qui dit ceci. La libre communication des pensées. La libre communication des pensées, c'est-à-dire la liberté de penser, des pensées et des opinions, est un des droits les plus précieux de l'homme. Un des droits les plus précieux de l'homme. Tout citoyen peut donc parler, écrire, imprimer librement, sauf à répondre de l'abus de cette liberté, virgule, dans les cas déterminés par la loi. L'article 11 parachève, nous voyons bien, la plaisanterie de l'article 10, en enfonçant le clou de manière encore plus claire. Ainsi, au cas où le citoyen n'aurait pas bien compris l'article 10, et que malgré le caractère éminemment restrictif de cet article 10, il ait pu malgré tout interprété dans un sens trop large, les rédacteurs ont jugé nécessaire de l'amplifier avec des termes sans équivoque au sein d'un article codicile de l'article 10. L'entonnoir s'élargit donc par le haut, puisque maintenant nous ne parlons plus simplement de la liberté d'opinion, mais également de la liberté de parler, d'écrire, d'imprimer, et même nous parlons de la liberté de penser. Et nous apprenons donc que toutes ces libertés, nous apprenons par ailleurs que toutes ces libertés constituent un des droits les plus précieux de l'homme. Il est donc difficile de faire plus solennel. Mais, patatras, encore patatras, l'entonnoir qui s'était élargi par le haut se resserre d'un coup par le bas, puisque nous apprenons tout de suite après que toutes ces libertés qui semblent procéder d'un droit inaliénable, eh bien toutes ces libertés inaliénables ne sont simplement permises que si la loi ne les interdit pas. Marx avait bien raison, c'est à mourir de rire jaune, bien entendu. Parallèlement, nous assistons à la présentation abrupte d'un tout nouveau concept que l'illusionniste oligocratique sort, pour ainsi dire, de son chapeau, c'est le concept d'abus de liberté. Le concept d'abus de liberté. Cette liberté, en effet, qui est annoncée comme un droit naturel et imprescriptible de l'homme, plus haut dans l'article 2. Eh bien, nous apprenons un peu plus loin ici dans l'article 11 qu'il ne faut pas en abuser. La liberté est un droit imprescriptible, mais il ne faut pas en abuser. Alors, bon, peut-être qu'il ne faut pas en abuser, et même pourquoi pas. Mais alors, nous nous permettons de poser au législateur la question suivante. En application de quel principe pouvons-nous déterminer si, en jouissant de notre liberté naturelle et imprescriptible, dans un cas déterminé, nous nous trouverions précisément en train d'abuser de cette liberté naturelle et imprescriptible? Et c'est alors que le législateur nous répondra probablement, mais citoyens, j'entends bien votre question, mais il n'y a pas de principe, il n'y a pas de règles fixes qui tiennent. C'est selon l'humeur du moment de quelques membres de l'exécutif, et il n'y a même pas lieu de demander l'assentiment de l'Assemblée nationale. En conclusion, nous appliquerons un veto ferme et définitif pour inconstitutionnalité de cet article 11, qui devrait être réécrit tout simplement ainsi. Article 11, réécrit. La libre communication des pensées et des opinions est un des droits les plus précieux de l'homme. Tout citoyen peut donc parler, écrire et imprimer librement. Alors, je m'associe bien entendu aux commentaires que Luc a fait concernant
cela dépend qui écrit la loi, afin de pouvoir juger de l'article 10, hein, qui dit, je rappelle in extenso ce que dit cet article 10, nul ne doit être inquiété pour ses opinions, pourvu que leurs manifestations ne troublent pas l'ordre public. Et on a dit, qu'est-ce que c'est que l'ordre public? Et à ce moment-là, Guillaume, tu nous as dit, eh bien, ça dépend, l'instance qui va déterminer la définition précise d'ordre public, c'est une instance qui n'est pas vertueuse. Bon, elle déterminera un ordre public discutable. Par contre, si c'est une instance vertueuse, elle déterminera un ordre public acceptable. Et donc, du coup, cet article 10 devient recevable. Voilà, bon, je ne fais que, disons que reformuler l'énoncé de la question différemment, et je donnerai exactement la même réponse que a fait Luc, c'est-à-dire que la DDHC, elle est censée énoncer un principe qu'on doit respecter. Bon. Si ce principe ne dit rien, en tout cas qu'il ne dit pas le cœur du principe, un principe étant une proposition claire qui fonde un raisonnement et duquel on peut déduire des modes d'action particuliers. Bien, et si le principe ne respecte pas cette définition que je viens de donner, ça n'est pas un principe, et donc il ouvre la voie effectivement à une instance de moindre niveau, de niveau inférieur, de décider de ce que c'est que l'ordre public, et à ce moment-là, c'est pas la peine d'écrire l'article 10, la peine de l'écrire. Voilà. Bon. Si on écrit un article 10, c'est pour dire attention, toute instance qui légiférera sur ce que c'est que l'ordre public, elle ne peut que confirmer ce que nous disons, ce que c'est que l'ordre public. Voilà. Bon, enfin, c'est une autre façon de dire ce qu'a dit Luc, qui a beaucoup plus développé, et de ce point de vue-là, je m'inscris tout à fait dans la ligne de ce qu'il a dit. Alors, les deux propositions de réécriture que j'ai faites, elles sortent un peu, je dirais, de ma méthodologie, qui est une méthodologie uniquement critique par rapport à la critique de la Constitution par rapport à elle-même. Là, il s'agit d'un observateur extérieur qui dit, à mon avis, il faudrait l'écrire autrement. Alors, c'est vrai, mais à cette nuance près, toutefois, qu'il s'agit... dans mon esprit, alors peut-être qu'on va me démontrer que c'est mal fait, il s'agit dans mon esprit d'une réécriture dans l'esprit de la Constitution. C'est-à-dire que si on veut que l'article soit clair, si on veut qu'il soit vraiment un principe, voilà ce qu'il faut écrire. Enfin, voilà le genre de choses qu'il faudrait écrire. Après, sur le contenu, eh bien, effectivement, on peut mettre autre chose, mais c'est plutôt l'idée que je donne, la méthode de réécriture pour que ça ait du sens en tant que principe constitutionnel. Ensuite, la référence dont parle Guillaume à l'article 4 pour, disons, l'abus de liberté. Guillaume dit finalement, lorsque l'article 11 dit qu'il ne faut pas abuser de la liberté, il ne fait que répéter l'article 4 qui dit qu'on est libre jusqu'au moment où on crée une nuisance à autrui. Bon, ben, s'il répète l'article 4, deux choses d'une, soit il ne faut pas l'écrire, soit il faut dire en application de l'article 4, conformément à ce que j'ai déjà dit dans l'article 4, eh bien, je vous répète la même chose, mais sous une autre forme. Alors, il peut y avoir des redites dans une constitution, dans la mesure où elles reprécisent quelque chose, où elles alourdissent encore, je dirais, une affirmation de poids. Mais il faut être clair là-dessus. Donc, le fait que l'idée selon laquelle ça rappelle l'article 4, c'est une idée qui est instinctable, mais qui procède simplement d'une opinion. Voilà. Alors, maintenant, sur le fond, l'article 4, il pose le principe de nuisance. Alors, le principe de nuisance qui n'en est pas un. Toujours pareil, hein, puisqu'il dit la liberté s'arrête dès qu'il y a nuisance, mais on ne sait pas ce que c'est que la nuisance. C'est les gars d'en dessous, les 577, qui vont nous dire ce que c'est que la nuisance. Et pour l'abus de liberté, c'est la même chose. Si l'abus de liberté, c'est la nuisance, on en revient au point de départ, on n'a pas défini la nuisance, donc on n'est pas plus avancé. Ensuite, concernant l'expression
effectivement, littéralement, de l'article 11, qui est littéralement ceci, la libre communication des pensées et des opinions. Alors c'est vrai que j'ai dit dans le commentaire, j'ai dit la liberté de penser. Et Guillaume me reprend en disant non, non, il ne s'agit pas de la liberté de penser, il s'agit de la liberté qui est en cause là, dans cet article. Il ne s'agit pas de mettre en cause la liberté de penser, il s'agit de mettre en cause la liberté de communication de la pensée. Oui, mais bon, je veux bien, mais les mots ont un sens quand même. On a déjà parlé de la liberté d'expression dans l'article 10, expression, voilà. Bon. Et là, tout d'un coup, on sort le mot penser. Bon. Alors, pourquoi mettre la liberté de communication des pensées et des opinions et non pas mettre simplement la libre communication des opinions? La libre communication des opinions, oui, c'est l'opinion, c'est ce que ma pensée va traduire, par exemple, en termes politiques. À partir du moment où les mots ont un sens, à partir du moment où, dans un préambule de constitution, on parle du mot penser, bon, eh bien, et compte tenu aussi, disons, de l'ambiguïté des formulations, ben, toutes ces phrases sont un peu malfagotées quand même, on peut être tenté d'imaginer que un interprète de la Constitution, par exemple le Conseil constitutionnel, va dire « mais il s'agit de la liberté de penser ». Bon. Et la liberté de penser, on n'en est pas loin, hein, je dirais, lors notamment des lois sur le négationnisme, où il ne suffit pas d'exprimer clairement que, par exemple, on pense qu'il y a pas de champ légal, mais laisser à penser que, en parlant de ceci et cela, on pense cela, puisque des journalistes sont fondés à vous poser la question. Hein, vous voyez Yves Chouard. Bon, est-ce qu'en disant ça, vous ne penseriez pas par hasard que... Donc on attaque bien, au-delà, ça veut dire au-delà de ce que vous dites, monsieur, au-delà des mots précis que vous employez, n'y aurait-il pas dans une partie de votre cerveau, dans votre partie droite ou gauche, l'idée que... Hein, bon, alors... bon, ça frôle quand même, hein, c'est pas dit vraiment, mais ça frôle quand même. Alors, moi j'en viens à me dire que bon, ces deux articles ils sont très proches, ils parlent de la même chose, alors pourquoi pas, il faudrait les lier. De même que j'ai fait une proposition méthodologique de réécriture qui respecterait l'esprit de la Constitution, ces deux articles, manifestement, doivent être cumulés. Ils parlent de la même chose et il faut qu'on y voit clair. Hein. Il ne faut pas qu'il y ait une distinction entre cet article 10 qui parle du trouble à l'ordre public et de l'article 11 qui parle de la liberté d'expression. Alors ensuite, je voudrais dire un mot du sujet très très intéressant et très important qu'a ouvert subrepticement Luc en parlant de la différence qu'il y avait entre la pensée et la vérité et de l'idée selon laquelle la liberté de traduire des opinions, la liberté d'imprimer ses opinions, de parler de ses opinions, donc de dire oralement, d'imprimer sur une feuille de papier ou de faire une vidéo, de faire un film, pourrait quand même être limité dans la mesure où ce qu'on dirait ne serait pas vrai. Alors aujourd'hui, on a déjà des essais, des avancées législatives, des avancées. Pour moi, ce ne sont pas des avancées, ce sont des mauvais coups. Bon, bref, il y a en tout cas une jurisprudence, plus qu'une jurisprudence, une législation qui est en train de s'écrire. Et c'est la fameuse loi fake news, la loi sur la régulation de la communication, et qui permet d'interdire des opinions, ou en tout cas des écrits, des choses qu'on dit, qui se révéleraient pas conformes à une vérité qu'aurait institué une instance habilitée à le faire. Alors aujourd'hui, qu'est-ce que c'est? C'est par exemple des codex
des codex qui est une émanation du Monde. Et qu'est-ce que c'est que le Monde? C'est un journal d'État. Hein, c'est un journal qui est subventionné à 90% par les fonds publics. Bon, donc c'est un journal d'État. Et Décodex, donc cette agence du Monde, va par exemple regarder une communication de Guillaume Tanneux sur Facebook. Et puis elle va dire ce que dit Guillaume Tanneux, c'est faux, c'est pas vrai, c'est pas vrai. Donc il faut le retirer. Parce qu'il y a la loi qui me permet de le faire. Alors, bon, j'exagère un petit peu, hein, je pousse un petit peu le bouchon, mais c'est l'idée. C'est l'idée. L'idée, c'est le contrôle de l'information. C'est le contrôle, non pas de l'information. Alors, c'est sous le couvert de contrôle de l'information. C'est-à-dire que, toujours en vertu du principe que le citoyen est infantile et n'est pas capable de se faire lui-même son opinion, il y a une instance agréée du pouvoir qui contrôle la diffusion de l'information, afin que le citoyen ordinaire ne soit pas perturbé dans sa réflexion par des informations qui seraient fausses, parce qu'on estime qu'il n'est pas capable de faire le tri entre ce qui est faux, ce qui est vrai, mais je dirais c'est même pas capable de faire le tri, il n'est même pas capable de prendre toutes les informations ou toutes les expressions ou toutes les opinions des uns et des autres, et ensuite de construire lui-même avec ses moyens à lui, les moyens du bord, de se construire lui-même une opinion. C'est une idée, disons, effrayante, mais qui est en train d'être banalisée au point que ça ne semble pas inquiéter les gens. Alors, on peut s'en tirer effectivement en disant, oui, mais attendez, on va faire une agence de certification de l'information, et puis on va bien dire aux gens, bon, c'est une agence, après vous pouvez, on n'interdit pas le reste, vous pouvez... Bon. Oui, alors, bon, il s'agit d'être clair. Est-ce qu'on écrit ça dans la Constitution? Est-ce que dans la Constitution, on écrit que, si on reprend l'article 11 tel qu'il est libellé, la libre communication des pensées et des opinions est un des droits du précieux de l'homme, patati patata. Tout citoyen peut donc parler, écrire, imprimer librement, sauf si une agence agréée par l'État. Alors là, bon, agréée par l'État, on peut faire ce qu'on veut. On peut faire une commission citoyenne tirée au sort à la Chouard. On peut faire on peut faire appel au peuple. Je ne sais pas sous quelle façon ça qui sort une opinion pour qu'il vote dessus. Enfin bref, une instance, sauf si une instance dit que ça ne répond pas à la vérité. Voilà. Bon. Alors dernier point, on va sans doute m'objecter, objecter à ce que je dis, que on ne parle là que de l'information et pas de l'opinion. C'est-à-dire que on ne va traiter que du factuel. C'est-à-dire quelqu'un qui va dire aujourd'hui, nous sommes mardi, alors qu'effectivement on est lundi, on va pouvoir lui dire non, on te prouve que c'est... Mais où est la limite? Où est la limite entre l'information et l'opinion? Non, c'est pas une opinion que je vous donne, c'est une information. Non, c'est pas une information que je vous donne, c'est une opinion. Voilà. Bon. On ouvre, me semble-t-il, une boîte de Pandore tellement énorme que, personnellement, je fais partie de ceux qui pensent qu'il faut avoir un principe extrêmement clair, extrêmement strict sur la liberté d'opinion, c'est-à-dire qu'on peut écrire ce qu'on veut, on peut dire ce qu'on veut, et on peut s'exprimer de n'importe quelle façon sans aucune censure. Le débat, là, il est effectivement important, mais il est beaucoup plus compartimenté qu'il n'y paraît. Ce dont tu nous parles, Luc, si j'ai bien compris, il s'agit surtout de l'information scientifique. Bon, la libre communication des pensées, des opinions. Alors l'opinion, bon, est-ce qu'une publication scientifique, c'est une opinion? Est-ce que c'est une certitude? Bon, alors, je pense qu'il faut distinguer s'il doit y avoir une réglementation concernant l'information scientifique. Bon, ça fait l'objet de débats depuis la nuit des temps, depuis le début. J'ai une amie qui a écrit l'Arbre du savoir, c'est-à-dire l'histoire de l'évolution des sciences depuis que l'Homo sapiens a commencé à écrire les lois de la nature.
en termes physiques, arithmétiques, géométriques, mathématiques, etc. Et donc, c'est un débat qui n'est pas nouveau. Hein, il y a eu longtemps l'obscurantisme, on ne pouvait pas dire le contraire de ce qui était établi par la foi religieuse, on connaît Galilée, etc. etc. Donc, la libre communication des informations scientifiques, c'est effectivement un débat. Il y a un débat qui est également parallèle, enfin qui y ressemble, c'est le débat sur l'histoire, c'est la façon d'écrire l'histoire. Bon. Et puis, il y a d'une façon plus générale, et c'est plutôt de ça d'ailleurs dont me semble que traitent les deux articles en question de la DDHC, c'est la communication des opinions en général, on va dire des opinions politiques. Bon. Mais les deux débats sur l'information scientifique et sur la façon d'écrire l'histoire sont deux débats extrêmement importants, extrêmement intéressants et qu'il faut avoir. Alors, évidemment, à mon avis, le débat sur l'information scientifique, ça peut faire l'objet d'un atelier spécifique, le débat sur l'histoire aussi. Bon. Si on s'en tient, donc je n'irai pas... Ouais, voilà, tu dois t'en aller. Oui. Bah, écoute, on peut continuer un petit peu tous les deux. On peut s'en tenir là avec lui, à savoir qu'on ne va pas parler aujourd'hui. C'est un débat que je voudrais avoir sur ce que tu as dit par rapport à la formation scientifique, sur disons, la position que tu as, les idées que tu lances sur la réglementation de la formation scientifique, elles sont extrêmement intéressantes, elles sont bien argumentées, et je suis résolument un opposant ferme à cette façon de voir les choses, mais je souhaite en débattre avec ceux qui le prônent. Voilà.